aujourd'hui. Je suis très heureux de vous accueillir à la Maison internationale de Grenoble. Cette conférence organisée avec l'UPEG, l'Université populaire européenne de Grenoble, sur le sujet la guerre en Ukraine, le rôle de l'Europe. Alors, la présence de l'UPEG à la Ligue, oula, que là, ça y est, je suis éducation nationale, c'est pour ça. J'appuie à la Maison internationale. C'est toujours un plaisir qualitatif. Depuis 20 ans bientôt. L'UPEG a 20 ans en 2026, comme la Maison internationale de la ville de Grenoble. En plus. Donc ce sera sans doute des anniversaires à travailler de concert pour l'année prochaine. En tout cas, depuis la création de l'UPEG, vous mettez, j'ai perdu ma ligne, voilà, vous devrez y arriver à rendre l'Europe compréhensible, accessible, vivante pour ses citoyens. Il faut informer, il faut débattre, il faut donner des clés de lecture. Ce sont des missions essentielles pour une Europe qui paraît parfois complexe. Et encore plus en temps de guerre, quand nos repères vacillent et que nos responsabilités collectives grandissent. La ville de Grenoble est fière de soutenir cette démarche. Je vous remercie, l'UPEG bien sûr, et l'équipe d'Europe Direct également. Je te cherche. Elle est là. Voilà. Pour votre engagement. Et nous sommes dans une guerre qui dure. C'est une guerre qui dure bientôt 4 ans, et une Europe qui doit s'adapter. Ça fait 4 ans bientôt que la guerre d'agression menée par la Russie bouleverse non seulement la souveraineté ukrainienne, bien sûr, mais aussi l'ordre européen et international. Comme on nous le rappelle, je vais dire aux informations, mais on nous rappelle, les parenthèses qu'on met sur les informations en ce moment, l'Europe maintient quand même son soutien massif financier, 187 milliards d'euros engagés depuis 2022, pour permettre à l'Ukraine de tenir, de se reconstruire et de se projeter vers un avenir que l'on espère, qu'on souhaite et que l'on défend, un avenir européen. Ce n'est pas qu'un soutien géopolitique. C'est un devoir envers un peuple agressé, un enjeu majeur de sécurité pour notre continent et un enjeu de valeur. Je rentre, c'était fin octobre, de Tchernivtsi, en Ukraine, avec mon collègue adjoint Antoine Bach. C'était notre premier déplacement officiel de la ville de Grenoble dans cette ville d'Ukraine, au sud-ouest de l'Ukraine, qui sera sans doute bientôt la 20e coopération de la ville de Grenoble. Nous avons découvert une ville profondément européenne, tant par son architecture que par ses valeurs. Une ville qui refuse la résignation, une société qui continue d'apprendre, de créer, de s'organiser malgré les alertes, malgré la nécessité d'accueillir les déplacés de l'Est. Et surtout, une ville qui a une immense attente envers l'Europe, envers les villes européennes et envers nous, Européens et Européennes. Ce qui m'a marqué, c'est que les échanges que l'on a eus, c'est que en fait, ça a eu des visages, des voix, des histoires derrière les décisions politiques que nous allons évoquer ce soir. Cela a confirmé que la solidarité européenne ne se résume pas à des chiffres, mais qu'elle change réellement les trajectoires humaines. Suite à ce déplacement, et en lien avec ceci, j'espère que vous l'avez toutes et tous, le projet Éclosion Ukraine, c'est le programme de la Ligue, mais bien sûr il y a tout le programme de février et de mars sur Éclosion d'Ukraine. Ce sera accueilli donc à la Maison internationale de Grenoble. Nous accueillerons à notre tour une délégation de Tchernivtsi à Grenoble, le maire, je l'espère, le recteur de l'université, je l'espère aussi. Je souhaite qu'à ce moment, une déclaration d'intention de coopération entre nos deux villes puisse avoir lieu. C'est très important. Nous espérons également recevoir l'ambassadeur, le consul. Nous avons inauguré symboliquement la place Lesia Ukrainka, notamment avec nos partenaires d'Ukraine Grenoble-Isère. Vous êtes là ce soir, je vous salue. Et donc ce cycle ukrainien sera l'occasion de continuer, comme depuis 2022, à connaître l'Ukraine, sa création, sa culture, sa résilience, et ce qui finalement constitue sa force profonde. La force de ce peuple, c'est vraiment ce qui m'a marqué, la force des habitants en Ukraine. Ce soir, nous sommes à la MIG, la Maison internationale de Grenoble. Elle est vraiment faite pour cela. C'est un lieu où les enjeux internationaux deviennent compréhensibles, où l'on croise des regards universitaires, politiques, citoyens, où l'on nourrit la solidarité par la connaissance. Je salue l'équipe de la MIG. Et son nouveau responsable ce soir, bien sûr.
Accueillir ce débat sur le rôle de l'Europe, c'est prolonger le geste de soutien que les Grenoblois et les Grenobloises ont manifesté depuis le premier jour de la guerre. L'accueil des familles, la mobilisation des associations, la création d'associations, le soutien culturel, les actions humanitaires. Grenoble reste fidèle à son histoire de ville d'accueil, une ville d'hospitalité, une ville de résistance, et je rappelle, une commune compagnon de la libération. Je vous remercie chaleureusement pour nos chers intervenants. Fabien Terpan, Delphine Deschaux-Duttard, vos travaux universitaires contribuent à éclairer une question centrale. La guerre en Ukraine est-elle un facteur d'intégration ou de désintégration européenne? Merci Henri. Je ne sais plus combien de fois nous sommes croisés à cette table et ailleurs. Président du pays, voilà, pour la modération de cette soirée. Je souhaite à toutes et à tous une conférence stimulante, exigeante, bien sûr. Nous sommes avec du pays, quand même. Je l'espère porteuse d'espoir, j'en suis sûr. Comprendre le rôle de l'Europe, c'est participer à son action. Nous en avons besoin. Merci pour votre présence, merci pour votre engagement. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Je ne pourrai pas rester avec vous, je suis désolé, j'ai trois rendez-vous ce soir, mais vous êtes en de très bonnes mains. Et surtout, on se retrouve en février et mars, éclosion d'Ukraine, avec conférences, avec spectacles, avec gastronomie. On se retrouve aussi la semaine prochaine, le 18, le Noël ukrainien, ici à la Maison internationale de Grenoble, bien sûr. C'est votre place, on l'a fait dès la première année de la guerre et nous sommes toujours heureux de vous accueillir. Merci à vous toutes et à vous tous et bonne soirée. Merci. L'adjoint au maire a tout dit. Par conséquent, j'en profite, écoute, c'était derrière. A tout dit et je le remercie. Effectivement, l'UPEC, c'est bientôt 20 ans et donc je ne vais pas recommencer. Si vous allez sur le site de l'UPEC, vous aurez beaucoup d'informations, les conférences sont sur le site de l'UPEC, il y a des notes de lecture, beaucoup de choses. C'est upeg.eu, c'est très simple. Bien sûr. Puis nous avons une émission de radio, une émission hebdomadaire de radio sur RCF Isère, dans lesquelles vous pouvez aller aussi facilement pour les écouter. La ville de Grenoble aide l'UPEC depuis le début. Jamais faibli pour ça. La Maison d'International, je la remercie aussi, bien évidemment. Europe Direct, Isère, Savoie, nous épaule aussi, c'est vrai. Alors, nous allons étudier le rôle de l'Europe, notamment de l'Union européenne, face à la guerre en Ukraine qui dure depuis maintenant bientôt 4 ans et ne semble pas devoir s'arrêter bientôt. Pour étudier cette question, nous avons la chance d'avoir 2 intervenants très compétents sur ces questions, puisqu'ils ont étudié et dirigé un livre, et voilà ce livre, je l'ai dans la main. Ce livre est important, c'est La guerre en Ukraine, facteur d'intégration ou de désintégration européenne et internationale. C'est un livre qui a été publié cette année, donc il est récent. Et si je regarde ce que vient de dire la présidente de la Commission européenne hier, dans une déclaration officielle, nous sommes unis pour soutenir l'Ukraine et défendre l'Europe. Alors c'est vrai que nous avons la chance d'avoir des jeunes Européens aussi qui ont préparé plein de questions, bien évidemment, mais ils connaissent bien les enseignants puisqu'ils les ont en cours, alors ils les connaissent bien sûr. Alors 2 intervenants, et puis il y a aussi la présidente de l'association Ukraine-Grenoble-Isère, Tetiana Lubček, j'espère que je ne prononce pas Lubček. Elle prendra sûrement la parole pour compléter les propos. Alors, Delphine Deschaux-Duttard est maîtresse de conférence en sciences politiques à l'Université de Grenoble, directrice adjointe du Centre d'études sur la sécurité internationale et les coopérations européennes, le CESIS. Et c'est une spécialiste des questions de défense, notamment européennes, mais pas seulement européennes, auteur de nombreux ouvrages et articles sur ces sujets. Fabien Terpan, maître de conférences HDR en droit européen, il dit en droit européen, en droit public et notamment en droit européen bien sûr, à Sciences Po Grenoble, aussi chercheur au CESIS. Il est membre aussi du conseil d'administration du PEG, c'est important de le rappeler aussi. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur l'Union européenne, le droit de l'Union européenne, vient de publier une 4e édition de son livre consacré au droit et politique de l'Union européenne. Alors, on écoute d'abord, bien sûr, Delphine Deschaux-Duttard. Alors, l'objectif, en fait, c'est d'essayer d'engager le dialogue avec vous en vous présentant notre livre et la façon dont on a étudié la question, justement, du rôle de l'Union européenne
par rapport à la guerre en Ukraine et par rapport aussi à ce que la guerre en Ukraine fait à l'Union européenne en termes d'intégration et de désintégration. En fait, l'origine de la journée d'études qui a donné lieu au livre, elle vient d'une réflexion qu'on a eue Fabien et moi, en se disant on est tous les deux membres d'un laboratoire qui travaille depuis très longtemps, depuis plus de 4 décennies, sur les questions européennes et internationales, et tous nos sujets, quels qu'ils soient, que ce soit le droit européen, que ce soit l'économie, la science politique, sont traversés en fait par la question de la guerre en Ukraine. On s'est donc dit que tant pour les chercheurs en droit international ou en relations internationales qu'en droit européen, en sécurité européenne, on avait probablement des choses à dire et des choses à creuser sur cette question de la guerre en Ukraine. Donc l'objet du livre, ça a été de porter un regard pluridisciplinaire sur cet objet guerre en Ukraine et sur l'impact qu'il a sur les communautés européennes et internationales. Plus précisément, la grande difficulté du sujet, c'est qu'on est dans un conflit qui est malheureusement toujours d'actualité, qui n'a malheureusement toujours pas trouvé d'issue. Et ça, pour un universitaire, c'est un objet difficile parce que travailler sur l'actualité, c'est travailler sur un objet sur lequel on manque de recul, sur lequel on voit aussi se multiplier ces derniers mois, ces dernières années, les tentatives de désinformation, ce qui rend notre travail encore plus complexe, mais encore plus nécessaire, je crois. Et donc on a essayé finalement d'établir une sorte de typologie des effets que la guerre en Ukraine a pu avoir. Est-ce que cette guerre, elle intègre davantage? Est-ce qu'elle resserre finalement les membres de la communauté autour de l'État agressé, l'Ukraine, pour pouvoir mieux l'intégrer par la suite? Ou est-ce qu'au contraire, elle a plutôt un effet accélérateur des divisions? Et en réalité, l'ouvrage et les différents chapitres de l'ouvrage montrent qu'il y a de réelles nuances et que certains secteurs permettent en fait une intégration du fait de la guerre en Ukraine, alors que d'autres secteurs voient plutôt des tentations vers la désintégration. Alors par intégration, ce qu'on a essayé de sous-entendre, c'est l'idée d'un rapprochement des positions des différents acteurs, donc les États, mais pas seulement les États, ou bien la création de normes et d'instruments communs. Et à cet égard, la guerre en Ukraine apporte en fait une contribution importante sur le débat autour de la notion de crise. Qui, quand on étudie l'Union européenne, en fait, la question de qu'est-ce que les crises font à l'Europe, c'est en fait un très vieux débat dans lequel on est venu s'inscrire à travers l'analyse d'une crise de sécurité qui est contemporaine et qui est tout à fait actuelle. Alors on a essayé d'apporter cette réponse en structurant le livre en 3 parties différentes, en ayant une progression qui part des aspects les plus spécifiques vers les aspects peut-être les plus généraux. Donc on a d'abord une première partie qui concerne l'impact de la guerre en Ukraine sur la communauté européenne en tant que telle. Et ce que cette partie vient montrer, c'est qu'en matière de défense notamment et de politique étrangère, la guerre en Ukraine a tendance à plutôt avoir un effet intégrateur avec la création d'un certain nombre d'instruments. On pense notamment aux instruments financiers qui permettent de financer collectivement le réarmement de l'Europe, le plan Rearm Europe, le mécanisme SAFE qui vient tout juste d'être entériné hier, par exemple le programme EDIP qui a été adopté début décembre, ce ne sont que quelques exemples. Mais paradoxalement, cette guerre en Ukraine, elle a aussi des effets désintégrateurs en renforçant le clivage au sein de l'Union européenne entre les États les plus otaniens et les États les moins otaniens, en l'occurrence la France, qui se sent un petit peu toute seule à tenir la position traditionnelle, en fait, qui est la sienne, qui est celle de l'autonomie stratégique européenne. Alors même si, peut-être qu'on y viendra dans les questions, la publication de la stratégie nationale de sécurité américaine peut faire évoluer les choses. Peut-être est-ce un mal pour un bien, il serait enfin temps. Mais moi, j'en doute encore. Cette partie, elle traite aussi de sujets qui pourraient paraître un peu plus connexes, qui pourtant sont impactés par la guerre en Ukraine, notamment la question de la sécurité intérieure, avec l'activation de la directive sur la protection des réfugiés, qui a été pour la première fois activée pour pouvoir accueillir un grand nombre de réfugiés ukrainiens. Ce que la guerre en Ukraine fait à la PAC, à la politique agricole commune. Et en l'occurrence, là encore, le sujet peut paraître indirect, mais la guerre en Ukraine a bien un effet sur la PAC, à travers justement le fait d'avoir repoussé un certain nombre de plans qui avaient été prévus dans le cadre de la PAC, notamment la verdisation de la PAC, qui ont été repoussés parce qu'il a fallu parer à un certain nombre d'urgences qui se posaient avec la guerre en Ukraine. La deuxième partie, elle commence à monter un peu plus en hauteur en examinant quelques-uns parmi les nombreux effets internationaux de la guerre en Ukraine. Parmi ces effets internationaux, il y a la question évidemment de la privatisation de la guerre, avec tout un chapitre consacré aux activités du groupe Wagner et son rôle dans le conflit en Ukraine. La question de la judiciarisation du conflit,
puisque c'est sans doute quelque chose qui est moins médiatisé, mais la guerre en Ukraine, elle ne se joue pas seulement sur le terrain, mais elle se joue aussi dans les tribunaux, et elle pourrait, là encore, dans le futur, se jouer à l'échelle de la Cour pénale internationale. Donc c'est une question qui est vraiment renforcée par le conflit en Ukraine. Et puis évidemment, on a 2 chapitres sur les effets économiques de la guerre en Ukraine, c'est-à-dire qu'est-ce que la guerre fait à l'économie, avec là encore des réponses un peu paradoxales. Et d'un côté, le fait que ça vient booster certains secteurs économiques, évidemment le secteur de l'armement, mais que ça vient tendre d'autres secteurs, et notamment le marché des hydrocarbures par exemple. Et puis la troisième partie essaye d'explorer plutôt de façon un peu plus généraliste les effets politico-stratégiques de la guerre en Ukraine, à travers d'abord une analyse de l'un des discours stratégiques des principaux États européens, en l'occurrence de la France et de l'Allemagne, pour voir si cette guerre rapproche les discours stratégiques. Et là encore, la réponse est nuancée. Par certains côtés, oui, il y a un rapprochement, mais par beaucoup d'autres aspects, on continue à avoir de nombreuses divergences, et on y reviendra sans doute dans les questions. Un des chapitres porte aussi sur comment cette guerre en Ukraine a permis de placer la façon dont les États d'Europe centrale et orientale voient l'Europe au centre des discours européens, alors qu'ils étaient marginaux auparavant. Et ça, c'est un chapitre qui est particulièrement intéressant parce qu'il est assez inattendu, en fait. Ce n'est pas le type de chapitre qu'on a pu trouver par ailleurs. Et puis, on a tout un chapitre écrit par Pierre Bréchamp, qui est aussi un habitué de l'UPEG, sur les valeurs des citoyens ukrainiens, avant et après la guerre en Ukraine, et dans lequel il mesure justement l'attachement à l'Europe, par exemple. Et donc, l'ensemble de ces chapitres essaye d'apporter des réponses qui sont plurielles à la question des effets de la guerre en Ukraine sur l'Union européenne et la communauté internationale. Alors, pour prolonger encore un peu avant de céder la parole à Fabien, j'aimerais m'attarder un tout petit peu sur la nature de la réponse apportée par l'Union européenne à la guerre en Ukraine. Alors évidemment, la première réponse qui paraît évidente quant à la nature de cette réponse européenne, ce sont les aspects militaires. On pense à la livraison au soutien militaire à Kiev, la livraison d'armes à Kiev par le biais de la Facilité européenne de paix. On pense à la formation des soldats ukrainiens par le biais de la mission EUMAM-Ukraine, décidée très rapidement, alors qu'il faut garder en tête que d'habitude, pour décider d'envoyer une mission européenne sur le terrain, ça peut prendre en fait des mois de négociations. Il a fallu à peine quelques semaines. Donc ça, c'est une petite partie finalement des aspects militaires. Il y a aussi tous les aspects autour des instruments que j'ai déjà évoqués tout à l'heure, visant à favoriser le financement collectif du réarmement européen. Puisque une des grandes leçons stratégiques que les Européens ont tirées de la guerre en Ukraine, c'est le fait qu'on manque beaucoup de capacités militaires, et notamment de munitions, et que ça pose une double question, la question de l'approvisionnement et la question de la production. Donc la question qui est sous-jacente, la question c'est celle d'un marché européen de l'armement qui peine à se mettre en place. Donc tous ces outils mis en place par la Commission depuis maintenant 3 ans sont là pour essayer de favoriser cette mise en place, mais elle demeure lente et difficile parce qu'il reste des divergences entre États. Et une des divergences notamment, elle tient à l'absence de préférence européenne en matière d'achat d'armement. On y reviendra sans doute encore dans les questions. Si vous avez lu le rapport Draghi comme moi l'an dernier, vous avez sans doute vu que 2/3 des achats européens de capacités militaires concernent en fait des firmes américaines, ce qui pose quand même de véritables questions sur notre dépendance stratégique. Là où on a pourtant beaucoup d'industriels européens qui pourraient, en fait, en coopérant mieux, produire vite les capacités dont on a besoin. Autre type d'effet, des effets sur la vie politique des États, bien sûr. Et là encore, certains partis populistes notamment ont tendance à réorienter leur discours face à des opinions publiques qui au départ ont été très indignées par l'agression de Moscou à l'encontre de Kiev, mais qui petit à petit deviennent perméables au fur et à mesure de la poursuite de la guerre. C'est un stade qu'on appelle une fatigue stratégique des opinions publiques, et c'est là qu'au fond le danger des partis populistes apparaît avec la tentation de minimiser peut-être le rôle de l'agresseur ou la tentation de vouloir signer à tout prix une paix qui ne serait pas juste pour l'Ukraine. Et c'est probablement une des questions aussi que pose le plan de paix proposé par Trump. Enfin, la nature de la réponse européenne à la guerre en Ukraine, l'autre élément qui frappe, c'est tout l'aspect économique, avec la mise en place d'une batterie d'instruments, et pas seulement d'instruments en matière de financement des capacités militaires, mais d'instruments de soutien au secteur énergétique. Là encore, entre les déclarations européennes d'un côté et la réalité des faits, on se rend bien compte aujourd'hui que mettre fin à l'importation des hydrocarbures russes, c'est beaucoup plus compliqué
que ce que l'avait annoncé la Commission au début de la guerre, puisqu'on est encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, dépendant de ces hydrocarbures. Donc ça appelle une véritable reconfiguration de l'Union européenne autour de ces questions. Donc ce sont des effets multiples. Et donc à côté de la réponse directe apportée en matière militaire au conflit armé, ça appelle à prendre en considération la réorientation d'un grand nombre en fait, d'actions publiques européennes qui sont indirectement aussi impactées par la guerre. Évidemment, cette guerre, elle pose aussi la question du degré d'unité dans la réponse apportée par l'Union, et c'est donc Fabien qui va vous apporter un certain nombre de pistes sur cette question. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci Delphine qui me passe la parole. Donc je vais enchaîner sur la question de l'unité, qui est une question qui n'est pas nouvelle. C'est la question de la construction européenne de manière générale. Donc quel degré d'unité des Européens dans le cadre de la guerre en Ukraine? Effectivement, on a relié cette question-là à la question de l'effet des crises, puisque la guerre en Ukraine, c'est d'une certaine manière une forme un peu paroxystique de crise, étant donné la nature du conflit. Et donc il y a bien une crise qui est aussi une crise pour l'Union européenne et pas uniquement pour le peuple ukrainien, évidemment, même si le peuple ukrainien est malheureusement directement touché. L'effet des crises, parce que quand on est dans une situation de crise, les acteurs doivent réorienter leur position en fonction de l'existence de cette crise et dans le cadre de l'Union européenne, ça a souvent mené à une sorte d'effet intégrateur, mais pas systématiquement. Donc dans le cadre de la guerre en Ukraine, la question qu'on peut se poser, c'est effectivement si la guerre en Ukraine a des effets intégrateurs sur l'UE qui permet en retour à l'Union européenne de peser sur les évolutions de la guerre. Alors, a priori, les défis étant communs, la logique voudrait que la réponse soit aussi commune et donc que l'unité soit au rendez-vous. Ce serait en tout cas, intellectuellement, ça fait sens. On a des défis communs. Il y a donc la menace qui vient de la Russie ou les problèmes d'approvisionnement énergétique. Ces défis sont communs aux États membres de l'Union européenne. On peut les considérer comme des défis de système pour l'Union européenne parce que quand vous avez des problèmes d'approvisionnement, ils peuvent concerner les États de manière différenciée, mais globalement, dans une Union européenne interconnectée, ils concernent tout le monde. En fait, il est difficile d'avoir des défis qui concernent certains États membres et pas d'autres. La menace russe, elle pèse aussi sur l'ensemble des États de l'Union européenne, avec des différences, je reviendrai là-dessus, mais malgré tout, elle pèse sur l'ensemble des États, et de toute façon, même si on est plus éloigné géographiquement de la Russie, on est aussi concerné, ne serait-ce que par l'existence de la clause d'assistance mutuelle dans le traité sur l'Union européenne. Donc, les États étant inclus dans un système, il est difficile pour eux de dire bon, on va réagir individuellement parce que finalement on est moins concerné que les autres. Donc ça explique malgré tout que la réponse a été globalement unitaire. On peut dire qu'elle a été globalement unitaire. Les États membres, même s'ils avaient une situation géographique différente, plus ou moins proche de la Russie, même s'ils avaient des traditions et des positionnements à l'égard de la Russie qui pouvaient être différentes, et même s'il y avait dans les États des gouvernements plus ou moins proches ou éloignés de la Russie, globalement, ça n'a pas empêché un positionnement qui a été unitaire.
Et la réponse a été rapide, ce qui est souvent assez rare par rapport à l'Union européenne. L'Union européenne, lorsqu'elle réagit à une crise, elle réagit généralement avec un temps qui est le temps de la discussion et de la recherche de consensus. C'est d'ailleurs un des gros problèmes de l'Union européenne, pas tant parce qu'une réponse ultra rapide est toujours nécessaire, parce que parfois le temps de la discussion est bon, mais souvent parce qu'il y a une sorte de vide qui est créé par le moment de la discussion, et vide dans lequel s'engouffrent un peu les médias pour pointer du doigt une Union européenne qui ne réagit pas. Alors qu'en réalité, la réaction, même si elle tarde à venir, arrive. Là, en l'occurrence, la réaction a été globalement une réaction plutôt rapide de la part de l'Union européenne. La dénonciation de l'agression a été immédiate. Les premières sanctions, finalement, n'ont pas tardé. Elles ont été donc prises par les États à l'unanimité ou par consensus avec une rapidité assez inédite, même si par la suite, bien entendu, il y a eu certains atermoiements. Alors je dirais que quand on regarde le degré d'unité atteint par les Européens, il y a une unité assez forte, les Européens de l'Union européenne, les États membres de l'Union européenne. Il y a une unité assez forte quant au choix stratégique, donc position claire en soutien de l'Ukraine, et puis rapprochement stratégique des États sur plusieurs points assez cruciaux. Donc le soutien à l'Ukraine et à l'effort militaire, des choix aussi en matière d'autonomie stratégique de l'Union européenne. Donc pour l'Union européenne, il s'agit aussi de se diriger vers une autonomie stratégique, notamment en matière énergétique, et donc de sortir de la dépendance énergétique à l'égard de l'Ukraine. Delphine a mentionné l'accueil de réfugiés, l'activation de la directive sur la protection temporaire qui n'avait pas été actionnée pour d'autres conflits et pour l'accueil d'autres réfugiés qu'il a été cette fois-ci. Donc, ça peut être évidemment discuté, mais sur le cas de l'Ukraine en tout cas, la directive a été actionnée. Rapprochement sur la défense européenne. Donc outre le fait que c'est finalement la première participation, même indirecte, de l'Union européenne à une guerre, donc indirecte parce que via le financement de la fourniture d'armement essentiellement, et puis la formation, comme l'a dit Delphine, il y a malgré tout aussi une sorte de convergence vers l'idée de l'autonomie stratégique européenne, très prudemment. Je dis ça très prudemment, c'est une convergence, ça veut dire qu'on se dirige vers c'est un rapprochement, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, hein, mais je suis prudent, mais il y a 10 ans, on ne parlait pas d'autonomie stratégique européenne, donc on en parle aujourd'hui, c'est dans le vocabulaire, ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord, mais si on se reporte 10 ans en arrière, on ne l'envisageait même pas à cette époque-là. Il y a aussi convergence sur le fait qu'il faut augmenter les budgets de défense. Bon, on peut le regretter parce que cet argent pourrait aller à des causes bien plus intéressantes, mais la menace russe étant là, il y a aussi une urgence à avoir des moyens pour y faire face. Donc avec l'objectif à terme d'atteindre les 5% du PIB d'ici 2035, qui est acté au sein de l'OTAN. Et puis un certain nombre d'États qui étaient pas totalement dans le club des États qui veulent construire la défense européenne, ont rejoint ce club, si je puis dire. Donc la Finlande, la Suède, États neutres qui mettent fin à leur neutralité. Alors, pour rejoindre l'OTAN, certes, mais ça peut aussi participer à l'effort de défense européen. Le Danemark bénéficiait d'une clause d'opt-out, comme on dit, ne participait pas à la défense européenne. Il y a mis fin avec la guerre en Ukraine. Donc il y a des États
qui ont évolué. L'Allemagne, Delphine en parlerait mieux que moi, mais l'Allemagne qui avait une tradition de retenue militaire, on sort progressivement, en tout cas on est sorti quant aux dépenses en matière d'armement, et donc le positionnement du gouvernement actuel n'est plus un positionnement de retenue militaire, même s'il y a encore des évolutions à attendre sans aucun doute. Donc il y a des éléments de convergence sur le plan de la défense européenne qui sont notables. Donc voilà, je dresse un peu en guise d'ouverture du débat, mais il y a d'autres points, et puis on peut évidemment discuter de ces éléments. Je vais d'ailleurs le faire moi-même juste après, puisque je vais aussi montrer un petit peu les limites. Je ne peux pas considérer qu'il n'y a que cette unité, ces points de rapprochement, de convergence. Et c'est bien normal dans une union à 27. Maintenant, il y a des circonstances où il faut que l'unité soit présente, parce que si elle n'est pas présente, les conséquences peuvent être particulièrement graves. Alors, quelques limites et quelques points qui sont des points moins positifs pour l'Union européenne ou pour le degré d'unité affiché par les Européens. Derrière le soutien global à l'Ukraine, il y a quand même des divergences et un soutien qui est plus ou moins fort selon les États. Alors, bien sûr, il y a le cas de la Hongrie. Il y a le cas de la Hongrie qui est très clair et net. La Hongrie n'a pas empêché toutes les vagues de sanctions européennes. Donc elle n'a pas été en position de les empêcher totalement. Elle a été en position de les... disons, d'en limiter l'adoption. Voilà, mais M. Orban est aussi sorti aux toilettes au moment opportun pour pouvoir faire en sorte que les consensus soient trouvés. Donc il y a la position de la Hongrie, quand on regarde les gouvernements, qui est à une position vraiment concrètement beaucoup plus pro-russe qu'aucun autre État de l'Union européenne. Quand on regarde au niveau des partis politiques, en revanche, il peut y avoir des partis politiques dans plusieurs États membres qui ont une position pro-russe. Donc en fonction des résultats des élections, ça peut amener au gouvernement des majorités et des partis qui ont un positionnement pro-russe, en particulier en Europe centrale et orientale. Alors, lorsqu'on regarde les opinions publiques, elles restent globalement en soutien à l'Ukraine, mais il y a aussi des variations, notamment en Europe centrale et orientale, avec certaines opinions publiques qui sont moins en soutien et donc qui pourraient basculer. Voilà, donc il y a un soutien global à l'Ukraine parce que l'équilibre de la décision au niveau européen fait que ça aboutit à un soutien. Mais derrière cela, il y a potentiellement des divergences. La deuxième limite, c'est un manque d'unité diplomatique. Alors on a créé des tas de postes européens, le président du Conseil européen, la haute représentante, la présidente de la Commission. Donc on a aujourd'hui des différentes personnalités susceptibles de représenter l'Europe. Mais sur des questions qui touchent à la sécurité des États, on voit que les leaders nationaux sont toujours présents et considèrent qu'ils doivent l'être. Peut-être ont-ils raison d'une certaine manière, dans le sens où on n'a pas encore réussi à avoir des leaders européens qui soient crédibles sur une question telle que la guerre en Ukraine. Je suis un peu triste en faisant cette affirmation, mais de manière réaliste. Voilà. Sauf que parfois les interventions des leaders européens ne sont pas forcément en adéquation totale avec la ligne de l'Union européenne, et ça donne un résultat qui est sans doute pas très bon. Et on sait très bien que les États, les grandes puissances de ce monde ont tôt fait de jouer sur les divisions internes aux Européens. Donc on le voit encore avec les États-Unis actuellement.
Troisième point, la marche vers la défense européenne est loin d'être garantie. Donc je vais pas trop aller trop loin parce qu'il y aura sans doute des questions, mais tout n'est pas fait encore à cet égard. Loin de là. Donc les évolutions qu'a évoqué Delphine restent soumises à l'existence d'une volonté politique de remplir les objectifs. Et pour terminer, la question finale que j'aimerais poser, c'est est-ce que cette unité qui a pu être affichée est durable, ou est-ce que, à mesure que le conflit continue, est-ce que, au contraire, on peut considérer que l'unité va se déliter quelque peu, avec une sorte d'usure amenée par le fait que le conflit perdure. Donc voilà, unité temporaire et durable, c'est une question particulièrement importante que je laisse pour le débat, peut-être, de manière à laisser le temps des questions. On vous remercie d'abord. Vous voulez vous exprimer, madame, peut-être? Je voudrais prendre un petit peu la parole. D'abord, merci monsieur, merci monsieur pour cette conférence, merci pour cette invitation, merci pour cette thématique qui est plus que d'actualité, qui est très importante. Je m'appelle Tatiana Lopchik et je représente l'association Ukraine dans la misère. Donc, en quelque sorte, on pourrait dire que je représente quelque chose qui vient de l'Ukraine. Absolument. Venons moi-même de l'Ukraine. Tout d'abord, je voulais vous donner un petit, plus qu'autre chose, plus pour participer dans tout ce que vous avez déjà évoqué, parce que vous êtes plus expert que moi, restons modestes. Je voulais juste vous donner peut-être un visage humain et un petit peu des nouvelles de terrain, on va dire. Qu'est-ce que ça représente, ça, ce que vous avez énuméré, listé, pour les Ukrainiens. Et peut-être même vous en ouvrir un petit peu les portes, qu'est-ce qu'ils en pensent aussi, qu'est-ce qu'on entend, par exemple. Évidemment, on entend bien tout ça, on en parle beaucoup, évidemment, ça nous inquiète. Tout d'abord, quelle est la temporalité de tout ça? Évidemment, on fonctionne à court terme. Déjà, tout précisément, c'est terminer la journée et la survivre. Et quand je dis survivre, ce n'est pas une métaphore. Avant, au début de la guerre, je rencontrais tous mes copains, je leur demandais de nouvelles, et le matin, je faisais la même chose. Ça va? Et ce ça va, en fait, il était complètement partagé par tout le monde. Ce ça va, il était vraiment national. Ce ça va montrait que on n'est pas sûr de ce ça va. Et en fait, j'avais besoin d'entendre quelqu'un au bout, il est toujours là. Autre chose, il y a ma famille qui me dit ça va, on va bien. Si c'est à 4h du matin, je sais que ça ne va pas du tout, en fait. Mais ils savent que je vais ouvrir les infos internationales comme BBC, CNN, et je vois des choses atroces quand on voit, par exemple, en gros, Saint-Martin-d'Air ou Saint-Imier serait bombardé. Vous voyez une petite localité sans rien du tout, c'est choquant, ça fait très très mal. Mais aujourd'hui, sur les médias russes, interdits bien évidemment, Docht, qui veut dire la pluie, qui est censé, puisqu'il veut fonctionner que sur Internet, il a fait un appel aux dons pour l'Ukraine, qu'elle survive l'hiver. Et ça m'a choqué. C'est bien évidemment des médias qui font partie, qui disent, qui essaient de dire les vérités, précédant tous leurs posts d'Internet, de communication qui viennent bien de la part des agents étrangers, puisqu'ils sont bannis en fait des médias officiels russes. Mais les médias russes font une collecte pour que l'Ukraine survive l'hiver. Et c'est ce qu'on dit. Donc en fait, c'est ça notre court terme, c'est survivre une nuit et survivre l'hiver. Et c'est les médias russes qui demandent ça. Ça, c'est la première chose. Moyen terme, on a appris à fonctionner un peu tout seul. Étant une fille des années 90, j'ai grandi dans les années 90, j'ai compris que c'est chacun pour soi. C'est le capitalisme sauvage qui arrive, on aspire à l'Europe, mais elle tarde à venir. Il faut survivre. Donc, en fait, quand on a démarré cette association, je ne croyais pas en quelconque aide. Et en fait, je me suis dit, j'ai cet automatisme-là. Tiens, on va l'utiliser, on va apprendre à survivre. Je pense que l'État, quelque part, a le même automatisme. Il s'est dit, tiens, on va fabriquer les drones. Et on ne les fabrique pas si mal que ça, et ils sont assez efficaces, et on arrive même à faire des opérations assez ciblées, stratégiques, et ils mirent de façon régulière aux sources énergétiques russes, parce qu'on sait que c'est quand même une stratégie aussi. Mais à long terme, est-ce qu'on va tenir longtemps
comme ça, il y a évidemment que non. On a besoin de l'Europe. On sait qu'on a besoin de l'Europe. Et d'une, parce qu'elle est la plus proche que les États-Unis. Ça, c'est une idée. Deuxième, c'est que les États-Unis renoncent à nous aider. Le monde très polarisé a montré ce glissement vers l'Europe. L'Europe prend sa place. Qui était sa place dans cette stratégie d'autonomie et donc elle est même positive en fait. Enfin, elle prendra sa place et on y croit très très fort. On y croit vraiment parce qu'on est profondément européen. On tient parce qu'on veut être en Europe et parce qu'on n'a pas le choix. Si l'Europe ne viendra pas, on ne tiendra pas longtemps. Ça c'est sûr, ça c'est clair et net. Sur le terrain, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle aussi de où on me demande des nouvelles, mais ça va dans ta région, il n'y a pas de région où ça va. Donc il faut savoir que toute la partie de l'Ukraine, quand on demande la carte par nuit, on voit qu'elle est rouge. Donc elle est rouge, elle est bombardée vraiment réellement partout. Donc c'est pour ça qu'on n'y arrive pas seul. Ce ciel qui n'est pas fermé ne nous permet pas d'aller bien. Donc ça ne va pas. Et comment on pourrait y arriver? Évidemment, des choses, quand on entend qu'il y a une vraie banalisation de l'ennemi, ça sape le moral, on sait que c'est dangereux, on sait que cette unité elle est fragile en face de nous, de l'Union européenne, mais ça peut aussi donner un discours très dangereux. Par exemple, en Ukraine, c'est pas tout rose. Qu'est-ce que ça insinue? Ça insinue qu'effectivement, il y a des scandales, il y a des problèmes de corruption, mais qui ont toujours existé. Alors ça sape le moral doublement, puisque c'est vrai d'un côté, et ce qu'on a besoin de cette unité en face de nous et chez nous. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir le moral sapé, puisqu'on a besoin de tenir longtemps, mais pas seulement court terme, mais peut-être éventuellement long terme, très très long terme. Alors on pense maintenant à l'aide. L'aide, elle vient de l'Europe, on y croit très très fort, mais quand on pense, là j'ai juste regardé la date m'échappait, en fait c'était le 15 janvier 2022, qui tient mon information. L'Allemagne hésitait à nous envoyer des armes, elle nous a dit non, on ne peut pas vous envoyer des armes, donc c'était au 15 janvier 2022. Mais on vous enverra peut-être 5000 casques. L'Ukraine a rigolé à l'époque. On en est plus là, hein. On a beaucoup progressé, maintenant on parle Léopard, on reçoit des avions, etc. Ce que l'Europe a compris qu'on n'en est plus au casque, que cette guerre, elle glisse vers l'Europe, et certains pays sont beaucoup plus crédules et pensent vraiment que c'est déjà quasiment là, c'est glissé beaucoup dangereusement. On pense aux pays baltes, ils ont une enclave russophone, ça commence toujours par la langue, par une sorte de légitimité crédible, c'est toujours crédible, mais aussi la Pologne parce qu'elle est toute à côté, en fait, elle est tout simplement à côté, ça glisse de plus en plus, les drones peuvent s'égarer, tomber, etc. J'ai beaucoup aimé cette phrase de façon ironique, très prudemment l'Europe s'organise, mais en même temps ça fait très très peur. Cette prudence nous dit que peut-être on a du mal à croire dans ce long terme. Quand est-ce qu'il viendra ce long terme? Et pourtant, quand on est chercheur, enseignant, je suis enseignante moi-même, journaliste, je pense qu'en faisant son travail de nos jours, en ce moment, il faut être quelque part engagé, il faut militer, il faut avec tout ça ce qu'on a, quand on a des recherches à faire ou des discussions à faire, c'est dans l'optique d'engager quelque part après, secouer quelqu'un pour que ça se traduise en gestes réels, en aide réelle et que ce long terme vienne un peu plus tôt. Ça s'apparente à quelque chose qui ressemble à croire sans y croire. En latin, on pourrait le dire Contra Spero, il y a même un poème de la fameuse Lasse Ulrika qui va donner son nom ici à la ville de Grenoble. Mais en réalité, c'est de penser qu'il y aura quand même un après. D'y penser tellement fort, d'aimer cet après tellement fort, c'est que de faire tout ce qu'on peut pour qu'il arrive le plus vite possible. Après, est-ce qu'on le verra? Ça, c'est une autre histoire. Merci, madame. Merci. La question. Il y a un autre jeune européen, je sais pas. Il est derrière. Il y a une place devant. Déjà, merci beaucoup à vous pour votre venue et merci d'avoir écrit ce livre. Merci à M. Bordeaux d'avoir organisé la conférence. Et on aimerait vous poser plusieurs questions. Alors, la première question, peut-être qu'on peut commencer avec des sujets un peu d'actualité. Donc, on a vu qu'il y avait ce problème-là avec les avoirs gelés. Il y avait la Belgique qui a eu du mal à les geler. À les dégeler. À les dégeler, voilà. Et puis, on a aussi la question des Eurobonds. Donc, on a voulu faire un prêt et la Hongrie en ce moment est en train de bloquer ce prêt-là. Donc, la question que j'aurais pour commencer, ce serait comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce
que c'est un facteur de désintégration ou est-ce que, au contraire, vous voyez que ça peut se débloquer à court terme peut-être? Qui répond à un sujet économique. Tu veux commencer Je peux commencer, puis après, je continue. En fait, cette question, pour moi, ça rejoint l'autre question que j'ai évoquée, la question de la préférence européenne d'achat. C'est-à-dire qu'on est sur des choses qui sont fondamentales, qui en fait sont nécessaires et qui pourtant ne font pas l'unanimité. Donc, qui montrent bien que l'Ukraine vient appuyer à des endroits où les Européens ont du mal à s'unir. Et je trouve que vraiment cette question des avoirs russes, elle est assez emblématique comment dire, non seulement de la vision de la Russie par un certain nombre de partis en Europe. Là, je trouve qu'il faut rentrer ensuite à l'intérieur de chaque pays européen pour comprendre cette problématique, mais aussi de cette prudence que Fabien évoquait et qui est même un peu néfaste dans ce type de cas, puisque que ce soit en termes de préférence européenne ou en termes de dégel des avoirs russes, on voit bien que ce sont deux mécanismes qui sont nécessaires pour pouvoir vraiment avancer et deux mécanismes sur lesquels les États butent. Là où sur une question qui est celle par exemple de la formation des soldats ukrainiens, on n'a eu aucun problème à trouver de l'unité. Mais pourquoi? Parce que, il ne s'agissait pas de déployer des troupes sur le sol ukrainien. Souvenez-vous, quand Macron en a parlé il y a 1 an et demi, ouh là là, levée de bouclier, tout le monde était contre, y compris en France. Et d'ailleurs, je pense que si on reposait la question maintenant, ce serait probablement encore pire, en termes d'opposition. Alors que former des soldats ukrainiens sur notre sol, finalement, ça posait de problème à personne, sachant que les États qui ne souhaitent pas participer du type la Hongrie, personne ne les oblige, puisque les missions européennes, elles sont en fait ouvertes à qui veut participer. Donc vous voyez comment, encore une fois, on est dans une dynamique un peu double, avec des effets intégrateurs sur les points les moins difficiles, donc là ça va favoriser l'intégration, mais des effets beaucoup plus compliqués sur les points de résistance qui sont liés à des questions de souveraineté aussi. Moi, ce que je voulais simplement rajouter, je crois que le Premier ministre belge est menacé par la Russie aussi. Le Premier ministre et sa famille. Hein, au passage, hein. Petite chose. En fait, il y a dans la question de l'utilisation de ces avoirs russes, il y a la dimension sécuritaire et la dimension juridique, mais qui peut et la dimension financière en fait. La dimension juridique, c'est le débat. Est-ce que normalement, en droit international, on n'utilise pas les avoirs, donc ce serait illégal. Sauf si on considère. C'est une première. Ce serait une première, quoi. Oui, mais ça. On peut considérer qu'il y a une. Je ne vais pas rentrer dans un débat trop juridique, mais qu'il y a une responsabilité des États du fait de leurs agissements illégaux, en fait. Oui. Et donc, la guerre n'a pas confisqué les avoirs américains pendant la guerre, en Allemagne. Oui. Occupé. Mais du coup, juridiquement, c'est pas totalement réglé. On pourrait bien considérer qu'il y a quand même des arguments pour le faire. Sauf qu'il y a d'autres dimensions qui rentrent en jeu. L'exemple que tu donnes, c'est la dimension sécuritaire. C'est-à-dire les États qui sont particulièrement en première ligne, la Belgique, la France aussi, tout à fait. en tant que détenteur d'actifs, craignent d'être visés en tant qu'État. Et c'est là où c'est pas l'unité européenne en tant que telle, mais c'est un peu chacun pour soi. Ça, c'est la dimension sécurité. Et puis il y a la dimension financière, qui est le fait que s'il y a un précédent qui est créé avec l'utilisation de ces avoirs, ça peut faire avoir une sorte d'effet en rendant moins crédible l'Union européenne sur ce terrain-là. Donc il y a tout ça qui s'entremêle, même si en soi, utiliser des actifs russes à minima sous la forme de prêts remboursables, dans le cas d'une agression militaire qui continue, et qui est parfaitement illégale aussi, hein. et qui est parfaitement illégale à l'origine, ne paraît pas choquante. Allez, une autre, et puis après monsieur, parce que ça va s'en aller, je crois. Et surtout, quand même, c'est des sommes importantes. Hein. Ah oui, c'est pareil, c'est 200 milliards, et ces eaux-là, je crois. La question que vous soulevez, en fait, c'est aussi la question des réparations et de comment on rend aussi responsable la Russie de ce qu'elle a fait pendant cette guerre. C'est comment, en fait, on juge la guerre. Et dans votre livre,
esquissé plusieurs possibilités, plusieurs types de tribunaux qui pourraient être mis en place. Un tribunal soutenu par l'Ukraine, un tribunal instauré par l'ONU, ou alors un accord entre les États. Ça serait pas Nuremberg, ça serait ailleurs. Avec les développements récents, le plan de paix qui est en discussion, est-ce que ça paraît vraiment réaliste qu'il y aurait un jugement finalement sur la guerre? Est-ce qu'on va pouvoir juger cette guerre et est-ce qu'on va pouvoir tenir pour responsable la Russie et les responsables russes? Alors là, c'est vrai qu'on sort du champ de l'Union européenne en tant que tel. Le gros problème que ça pose, au fond, alors il y a finalement un double jugement, ou un double niveau de jugement qui serait possible. Il y a d'abord le jugement des actes criminels des individus qui ont commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité en Ukraine et qui continuent de le faire. Ça, c'est un premier aspect. Et c'est du ressort de la Cour pénale internationale. Là, le problème qu'on a en l'occurrence, c'est que d'abord la Russie n'est pas partie prenante à la Cour pénale internationale, donc ça c'est une première difficulté. On pourrait se dire, oui, mais il existe d'autres voies dans ce type de cas. Effectivement, il existe une autre voie, c'est une saisine de la Cour pénale par l'ONU, par le Conseil de sécurité de l'ONU. Or, quand on a un des membres permanents avec un droit de veto qui peut bloquer en fait toutes les décisions, y compris dans celle d'une potentielle saisine, là on a une vraie difficulté. Donc je vous avoue que sur la capacité de la Cour pénale internationale à juger des crimes de guerre et donc à incarcérer des personnes responsables de crimes de guerre en Ukraine, ça me paraît hypothétique, d'autant plus qu'on a quand même un axe qui semble se dessiner entre la Chine, la Russie, l'Iran. On a vu lors du sommet des BRICS l'été dernier qu'il y avait quand même un certain nombre de coalitions d'intérêts ponctuelles qui les portent à porter un projet alternatif en fait au multilatéralisme actuel, projet que les États-Unis semblent rejoindre. Quand on regarde leur stratégie de sécurité, on est vraiment là-dedans. Donc en gros, on a l'impression que les Européens sont encore à peu près les seuls à tenir à un monde multilatéral basé sur le libéralisme politique. Libéralisme non pas au sens de capitalisme, libéralisme au sens de pluralisme. Donc ça c'est une première difficulté. L'autre voie qui se permettrait en fait de juger le conflit ukrainien, c'est la Cour internationale de justice, qui là permettrait de juger des États, mais on a le même problème en fait, de la position de la Russie au sein de l'ONU et des potentiels soutiens que pourraient lui apporter d'autres États puissants, du type la Chine et les États-Unis. Donc là, plus que la question de l'Union européenne, c'est la question du fonctionnement de la communauté internationale qui est posée, et là, très clairement, on voit qu'en fait, la guerre en Ukraine, elle a plutôt un effet désintégrateur. Et la meilleure des preuves, c'est quand on regarde la géographie des votes négatifs ou des votes abstentionnistes pour la question posée, est-ce que la Russie a bien agressé l'Ukraine? C'est très clair en fait, avec ce nombre d'abstentions, notamment dans les pays africains. Bon, on voit bien qu'on est plus sur un monde uni en fait. Alors, malgré tout, pour essayer de raccrocher avec la question européenne, quelle pourrait être la partition de l'Union européenne? En fait, je pense que l'Union européenne, elle pourrait avoir une partition à jouer. Encore faudrait-il qu'on s'entende, c'est-à-dire qu'on ait un vrai ministre des Affaires étrangères européen, qu'on ait un siège européen à l'ONU et non pas seulement un siège consultatif. Mais pour ça, on en est loin, parce que les États sont très soucieux de garder leur souveraineté et leur précaré. Et en fait, pour l'instant, l'Union européenne, elle a essentiellement une voix consultative à l'ONU, avec toutes les limites que ça implique. Donc voilà pourquoi je pense qu'à court terme, cette question de la justice, elle n'est pas du tout évidente. Et elle est d'autant moins qu'il me paraît difficile d'enclencher la justice avant d'avoir réglé la paix. Et je crois que de l'accord de paix doit ensuite procéder la justice. Et pas l'inverse. En fait, on ne peut pas imaginer l'inverse. Tu voulais une question, puis après, je leur redonnerai la parole. Vas-y. Tu voulais une... Oui, d'abord, personnellement, je pense que Trump contribue plus efficacement à l'intégration européenne pour que l'Ukraine, mais ça fera l'objet d'une autre soirée. Oui, je pense. Oui. Hein? On a une conférence sur ce sujet-là en janvier. Ah bon? Les États-Unis et l'Europe. Voilà, merci pour cette information. D'autre part, j'ai trouvé M. Alain Brun optimiste en ce qui concerne le soutien de l'Europe à l'Ukraine, qui existe. Alors il y a la coalition des volontaires, tout ça, ça existe, c'est sérieux. Mais enfin, je vois des États que je connais bien. Alors la Hongrie, que vous avez cité, mais il faudrait citer aussi la Slovaquie. Alors les Slovaques qui veulent qu'une chose, du gaz russe quoi qu'il en coûte, hein, et puis le reste c'est secondaire. Et il y a depuis aujourd'hui, dans les États réticents, il y a la République tchèque de Babiš, hein, qui est, puisque Babiš vient d'accéder au pouvoir, hein, qui est également très réticent. Alors, et ça c'est le niveau étatique,
mais il y a surtout des partis que vous avez un peu évoqués et que je connais, on va dire passablement bien, l'AFD ou le FPE, hein, qui on voit régulièrement des émissaires à Moscou qui sont ce que l'on appelle en allemand des Poutine-Versteher, c'est-à-dire des gens qui comprennent Poutine, on dirait en français, qui ont de la complaisance, une voix poussée avec Poutine. Alors c'est vrai pour le FPE autrichien, où ses dirigeants, à commencer par son secrétaire Kickel, se rendent assez régulièrement à Moscou, et c'est vrai pour les dirigeants de la FPE, de la Thuringe, de Saxe et de Sachsen-Anhalt, hein, et qui sont autant de forces. En France, bon, nous avons Mariani, peut-être quelques autres, je ne sais pas, hein, mais en Allemagne, il y a, et en Autriche, et naturellement dans les États que j'ai cités, il y a des forces qui résistent assez fortement au soutien à l'Ukraine. Alors c'est pour ça que bon, je vous ai trouvé aimablement optimiste, mais je suis un petit peu moins ce qui concerne. Mais il a parlé des partis politiques opposés. Hein. Allez, oui, non, mais réponse. Non, mais une réponse très rapide. Non, je ne minimise pas du tout ces divergences. Ça fait partie des limites que j'ai évoquées au niveau des gouvernements, des partis, des opinions publiques. Il y a au moins ces trois niveaux-là. C'est une grosse divergence, de grosses réticences en Roumanie aussi. Oui, mais je ne les ai pas masqués du tout. Simplement, pour le moment, ces divergences n'ont pas empêché l'adoption de sanctions, par exemple. Et, donc, en fait, vous avez le système européen, c'est un système qui est basé sur la recherche de consensus entre les États membres, surtout sur des questions comme ça. La Commission européenne joue son rôle de proposition. Mais pour le moment, le consensus reste en faveur du soutien à l'Ukraine. Le résultat du consensus reste en faveur du soutien à l'Ukraine. Évidemment, les partis qui sont sympathisants avec Poutine, s'ils prennent le pouvoir, ils changent l'équilibre. Et en tant que parti d'opposition, ils gênent la recherche du consensus malgré tout. Et puis ils sont aussi en interaction avec les opinions publiques, donc ils peuvent retourner les opinions publiques, qui peuvent, on sait que les gouvernements sont aussi parfois à l'écoute, pas toujours, hein, mais parfois à l'écoute des opinions publiques, en tout cas lorsqu'ils risquent d'en payer les frais sur le plan électoral. Donc ils sont sensibles à la pression. Ils peuvent être sensibles à la pression ou pas, mais ils peuvent l'être. Sensible à la pression de l'opinion publique. Donc effectivement, mais pour le moment, c'est pour ça que j'ai terminé avec la question est-ce que c'est temporaire ou permanent, parce que effectivement l'Union européenne, c'est le résultat de déséquilibres entre les acteurs en place. Et donc ces équilibres peuvent bouger. Ceci dit, c'est pareil à l'intérieur d'un gouvernement. Hein. Vous avez Trump qui remplace Biden, c'est pas exactement la même politique. Donc c'est à l'intérieur d'un État, vous avez la même chose. Donc vous pouvez avoir des renversements d'alliance ou de positionnement. Les États-Unis étaient quand même clairement en soutien à l'Ukraine avant l'élection de Trump. Alors, on ne peut pas dire la même chose aujourd'hui. Je ne sais pas trop ce qu'on peut dire, hein. C'est la politique du grand n'importe quoi. Mais en tout cas, ils ont un positionnement qui par le manque de clarté, de visibilité, de prévisibilité aussi, est un comportement qui a clairement changé par rapport à celui de l'administration Biden. Donc l'Union européenne, de la même façon, pourrait évoluer en fonction des évolutions de rapport de force. Pour le moment, mon argument, c'est que ça n'a pas été le cas, globalement. Alors peut-être pour prolonger un tout petit peu et aller dans le sens un peu optimiste de Fabien, moi quand même ce que je vois, c'est que ce fameux, donc l'instrument SAFE, qui pour le dire clairement, pas dans des termes techniques, permet à l'Union européenne d'emprunter pour pouvoir financer son réarmement, il a quand même fait l'objet de semaines de débats au Parlement européen, et malgré un Parlement qui est quand même assez fragmenté, on a réussi à l'adopter. Donc ça montre bien qu'il y a quand même des lignes qui ont bougé. Alors même qu'on a des partis, enfin le PPE avec ses alliés d'extrême droite, était quand même pas très très chaud pour l'adopter, et c'est pourtant passé. Donc ça montre bien que malgré tout, cette culture du consensus, elle aboutit. Alors ça prend du temps, ça c'est le problème, ça prend beaucoup de temps, mais l'exemple de SAFE
moi, me fait penser enfin, voilà, quand on veut, on peut. Le problème, c'est ce qu'on veut. En même temps, dans son document là, sur la stratégie américaine, le président des États-Unis dit que nos démocraties répriment l'opposition. Il ne faut plus réprimer l'opposition. On en parlera en janvier. Oui, je sais. Allez, une autre question peut-être? Parce que derrière, il y a des questions aussi. Pour rebondir sur la remarque de monsieur et sur vos réponses, peut-être on pourrait revenir sur la National Security Strategy qui a été établie par les États-Unis récemment. Donc moi, de ce que j'ai compris, cette stratégie nationale, ce qu'elle met en place, c'est que déjà elle est beaucoup moins opposée à la Russie et à la Chine. Donc la Russie notamment a été très satisfaite par ce document-là. C'est un document qui, alors qu'il est assez près de la Russie et la Chine, se montre très violent envers l'Europe. Ah oui, donc l'Europe est considérée comme étant opposée aux valeurs occidentales, comme ayant dévié en fait. Et puis il parle notamment dans le document de supporter les partis populistes, nationalistes en Europe. Alors la question que j'aurais, c'est donc on voit que le discours qu'on avait avec J.D. Vance à Munich, il est en train de vraiment de rentrer dans la politique américaine. On voit même des mastodontes comme le Council on Foreign Relations qui commencent à prendre la ligne Trump. Donc comment est-ce que vous voyez le futur des relations entre l'Union européenne et les États-Unis? Est-ce que vous voyez que ça va plutôt mener à une intégration ou à une désintégration? Et Musk, il dit qu'il faut détruire l'Europe. Elon Musk. En fait, je crois que le problème qui se pose, il est plus large que ça. C'est le problème de la montée en puissance très rapide et très forte d'une internationale réactionnaire contre des démocraties pluralistes. Et on voit que c'est même une question qui divise l'Europe, parce que quand vous regardez les dernières élections en Roumanie, par exemple, ou les dernières élections dans l'ensemble des États qui ont connu des élections, que ce soit la République tchèque, que ce soit la Slovaquie, ou même les élections européennes, en fait, on voit qu'il y a quand même des lignes de clivage très fortes, avec des partis populistes qui d'abord souhaiteraient qu'on tape un petit peu moins sur la Russie. Il y a une certaine fatigue de la guerre, je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a aussi, notamment le grand continent, qui est donc une revue géopolitique qui est vraiment sérieuse, a sorti hier leur dernier sondage, qui s'appelle Eurobazooka, dans lequel, en fait, ils sondent un peu l'état d'esprit des Européens. Et ce qui est très frappant, c'est de voir que, par exemple, quand on demande aux Français est-ce que c'est important que la France défende l'Ukraine, aide l'Ukraine à se défendre, alors majoritairement oui, 68%, mais quand on regarde la sociologie en fait des réponses, les personnes qui sont attachées à l'idéologie du Front National, en fait, on tombe en dessous de 50%. Certains même considérant qu'on en fait trop, en réalité. Et je pense que ça, c'est allié avec la propagation d'un discours qui est très soutenu par la Russie, avec des moyens massifs de désinformation, qui vise à instiller le fait que d'abord, la plus grande question, c'est pas la guerre en Ukraine, mais c'est l'immigration. Et le rapport de sondage montre que 50% des Européens se disent très préoccupés par l'immigration. Ah bon, je ne comprends pas pourquoi. Mais ça montre bien qu'il y a une perméabilité à ce discours, en fait, qui est un discours ultra-conservateur qui appuie sur des ressorts, en fait, qui sont les ressorts classiques du populisme. Dire qu'on se referme sur notre petit précaré. L'idée, c'est surtout de refermer chaque pays sur lui-même, donc de casser, en fait, la logique de l'intégration européenne pour pouvoir ensuite mieux dominer. C'est exactement la stratégie de Trump. De Trump, tout à fait. Et pour moi, c'est donc... Ça se joue au-delà finalement de la relation entre les États-Unis et l'Union européenne. Et je crois que ce qui énerve profondément Trump et tout le clan trumpiste, je ne dis pas le clan républicain parce qu'il faut vraiment entrer dans le détail de ce que pensent les républicains pour voir qu'il y a tout un camp républicain qui est pro-européen en réalité, qui n'est pas majoritaire mais qui existe, ce qui n'est pas le cas de Trump. Mais tout ce camp pro-Trump est très opposé à l'Europe parce que c'est l'incarnation même de ceux qui combattent en fait pour pouvoir arriver à leur fin électorale. Et je crois que c'est là en fait, à mon avis, c'est dans nos politiques internes que ça va se jouer, davantage que dans nos politiques européennes, parce que malheureusement, quand on regarde encore une fois les taux d'abstention aux élections européennes, alors même si 2024 fait quand même figure d'exception, parce qu'il y a la guerre en Ukraine, et que un des arguments de campagne de tous les partis de gouvernement, c'est notamment l'Ukraine. Mais en dehors de ce cas particulier, les citoyens européens sont quand même assez peu préoccupés par le niveau européen de la politique, tout simplement parce que c'est loin. Donc je crois que ça se joue beaucoup finalement au niveau interne. Et c'est plutôt dans le lien entre... Enfin, c'est là que Trump vient fracturer en fait le projet européen en s'adressant non plus à la collectivité, mais à chaque État individuellement. Oui. Alors ça, c'est une stratégie de toute façon. La Chine
essayer de faire pareil. Il y a aussi une préférence pour des relations bilatérales avec des grands États. Et quand les Européens, quand l'Allemagne et la France, par exemple, invitent la présidente de la Commission à discuter avec la Chine, c'est au moins un moyen de montrer que ce qui concerne les États concerne aussi l'Union européenne dans son ensemble. Là, on n'a jamais quand même atteint un degré d'ingérence américaine arrivant à ce point-là. Mais donc, clairement, oui, c'est une volonté de mettre fin à l'Union européenne, parce que si l'Union européenne n'est plus là et que les États agissent individuellement, c'est tout bénef pour les États-Unis. Pour les grandes puissances. Dans ce contexte-là, la question qui se pose, c'est que devient l'OTAN, en fait, avec des États-Unis qui sont aussi peu fiables. Et donc là, on a l'enjeu, c'est soit les deux possibilités, c'est soit les États les plus attentistes au sein de l'Union européenne se plient à la volonté de Trump, parce que en fait, ils veulent garder la garantie de sécurité à l'intérieur de l'OTAN. Et donc, dans ce cas-là, je dirais que Trump a gagné. Pour moi, cette garantie de sécurité au sein de l'OTAN, elle n'existe pas actuellement. Mais dans les perceptions de certains États membres, elle peut quand même être importante. Donc, ils peuvent préférer se soumettre totalement aux États-Unis pour garder la protection de l'OTAN. Ou ils peuvent, autre option, choisir la voie de l'autonomie stratégique européenne. Et voilà. Pour pallier l'absence de garantie apportée par les États-Unis sous l'administration Trump. Et on a ce choix, du côté des États, ce choix à faire. Est-ce que les positionnements américains actuels peuvent amener à faire basculer les États de l'atlantisme pur et dur vers l'autonomie stratégique? C'est la question qui se pose. Ou au contraire, ça peut les faire basculer encore plus dans l'atlantisme, parce qu'il y a une trop forte crainte de l'abandon américain, qui est une crainte qu'on peut comprendre, parce que actuellement, la défense territoriale de l'Union européenne, elle n'est pas assurée par l'Union européenne, elle est assurée par l'OTAN, et par la présence américaine qui demeure en Europe. Et donc il n'est pas facile d'imaginer le remplacement de ces modalités de protection du jour au lendemain par des forces armées de l'Union. Oui, mademoiselle. Oui, ou madame. Je vous trop remercie par rapport à toute cette discussion. Et moi, j'avais quelques petites questions, si c'est possible. Du coup, la première, c'est pourquoi la guerre a-t-elle conduit à une unité de l'Union européenne sur les sanctions, mais pas à une convergence comparable à une matière d'armement? C'est les premières. Alors ça tient en fait principalement à des grandes rivalités industrielles entre Européens. C'est-à-dire que la problématique qui se pose, c'est qu'on a maintenant des instruments pour coopérer ensemble. On avait déjà la coopération structurée permanente qui existe depuis 2017. On a maintenant les différents instruments budgétaires mis en place par la Commission pour donner en quelque sorte une carotte aux États pour les pousser à proposer des projets d'armement en commun. La grande difficulté qu'on a, c'est qu'en fait, on continue d'avoir des relations entre les États et les industriels qui sont très différentes selon les pays. Si on prend juste le cas de la France et de l'Allemagne, dans le cas français, en fait, l'État, c'est le principal ordonnateur, en fait, de la production industrielle d'armement, parce que c'est le principal client, ce qui n'est pas le cas en Allemagne, où l'industrie d'armement, elle s'intègre dans un marché qui est très dynamique et qui est dominé par les entreprises privées. Donc, rien qu'en prenant cet exemple, ça permet de comprendre pourquoi il est si difficile d'aller au-delà des rivalités industrielles. Et l'exemple de l'avion de combat franco-allemand qui est si à la peine en fait dernièrement, il illustre complètement ça, c'est-à-dire qu'on a des coups de pression politique réguliers qui remettent pendant quelque temps le projet sur les rails, et puis dès que les industriels sont insatisfaits parce que ça va pas assez vite, parce que ça coûte trop cher, parce que ça pose des questions de la propriété intellectuelle, des brevets, etc., et en fait, les industriels disent très bien, moi je travaille tout seul parce que je sais faire tout seul en fait.
Donc vous voyez, c'est pour ça en fait sur l'aspect politique des sanctions, c'était sans doute plus facile de signer, puis ça s'est fait aussi dans le contexte du choc primitif en fait créé par l'invasion. Sur l'armement, on est sur des logiques beaucoup plus compliquées. Et je terminerai en disant qu'en plus, dans la question de l'armement, on s'inscrit sur un temps long. Quand on met en place des programmes d'armement, on est sur des échelles de 10, 15, 20 ans, parfois 50. Un collègue qui travaillait auparavant pour Airbus me disait que sur le Rafale, on est sur des échelles de 30 à 40 ans. Donc, vous voyez, pour faire dévier en fait, les habitudes nationales, c'est pas si évident. Oui. Deuxième question. Ouais, mais du coup, peut-être au futur, ça sera du coup élargir par rapport à une, je sais pas, une unité d'armement, ou vous ne pensez pas que ce sera possible? D'élargir. Excusez-moi, peut-être les questions n'étaient pas aussi claires. Et vous pensez qu'au futur, ce sera possible d'avoir une unité dans l'Union par rapport à armement ou pas? La défense. Alors là, je pense que je vais laisser Fabien répondre sur le marché européen. Marché européen. Oui, en fait, alors, les questions sur le futur pour des universitaires, c'est compliqué. On a une chance sur deux de se tromper. Hein. Voilà, c'est pas grave. Tout ce que je peux dire, c'est c'est enregistré, donc c'est bon. Ce que je peux dire, c'est que il y a quand même les programmes. Alors, je vais apparaître encore comme l'optimiste de service. Hein. C'est des parties du mais il faut un peu d'optimisme. Voilà. Si on se reporte à il y a 10 ans, on n'avait aucun programme industriel au niveau européen. Rien n'existait. Donc tout ce qui a été mis en place, que tu as cité, le Fonds européen de défense, le EDIP, EDIRPA, SAFE, etc., sont des programmes qui visent à développer l'industrie européenne de défense. Et donc, c'est en cours, en fait. C'est en cours avec toutes les limites que Delphine a évoquées et qui sont réelles, mais qui n'empêchent pas qu'il y a ces évolutions-là. Ces évolutions, elles viennent de la Commission européenne. Pourquoi? Parce que la défense européenne, elle se construit à différents niveaux. Je suis un peu désolé d'entrer dans l'architecture de la cuisine interne de l'Union européenne, mais il faut bien comprendre que la défense européenne actuellement, elle se construit de manière intergouvernementale pour toutes les questions un peu de choix politiques, stratégiques ou qui concernent des interventions. Et puis elle se construit sur le plan industriel en dehors de l'intergouvernemental, c'est-à-dire avec une participation de la Commission européenne. Mais sur les choix stratégiques politiques, les États gardent la main. Par contre, la Commission européenne a réussi à prendre un peu la main sur le côté industrie d'armement. Elle l'a fait pourquoi? Parce que dans le traité, il y a une base juridique sur la politique industrielle. Donc, on peut faire de la politique industrielle, pourquoi pas de la politique industrielle qui concerne la défense. Donc la Commission a réussi à faire ça. Il faut bien dire que la Commission, on peut dire ce qu'on veut de la Commission, mais elle représente quand même l'intérêt général, même si l'intérêt général tel qu'elle définit ne nous satisfait pas, elle a l'avantage de ne pas défendre les intérêts étatiques. Donc c'est la Commission qui a fait avancer tout ça. Et les États, à la fois l'acceptent, et puis ils l'acceptent pas trop, ils ne sont pas très contents que ça puisse sortir de leur précaré, quoi. Donc on est un peu là actuellement entre cette défense qui se construit de manière intergouvernementale, mais avec une exigence d'unanimité entre les États, et qui se construit un peu plus efficacement, je dirais, de manière plus supranationale, grâce à la Commission, sur le plan du développement des capacités. Et donc il faut voir si les États vont accepter de jouer le jeu que la Commission a lancé. C'est ça l'enjeu. Est-ce que la Commission, après avoir lancé ces programmes, va réussir à convaincre à la fois les États au sens de gouvernement et des industriels de jouer le jeu? Si la Commission réussit à faire bouger les lignes, on va sortir des logiques décrites par Delphine, et donc ça ira vers un développement. Si on reste là-dedans, ça va être tué dans l'œuf, et donc on n'ira guère plus loin.
Et peut-être une petite anecdote pour illustrer ce que dit Fabien. En fait, les industriels sont même assez malins pour cette saisie de cette perche tendue par la Commission, mais pour pouvoir prolonger la rivalité, je vous donne juste un exemple. La France et l'Allemagne se sont engagés depuis 2017 à développer un char de combat conjoint, qui est le projet parallèle à l'avion de combat du futur. Ça, c'est hors cadre de l'Union européenne. Dans le cadre du Fonds européen de défense, qui est donc un fonds, une enveloppe de la Commission européenne qui marche sur appel à projet, c'est-à-dire chaque année, la Commission ouvre un appel à projet, les industriels de plusieurs pays européens vont proposer ensemble des projets, et puis la Commission va ensuite sélectionner un certain nombre de projets, une cinquantaine par an. Et bien, dans le cas de ce fameux char, en plus donc, de ce projet de char en commun qui ne fonctionne pas très bien actuellement, la France est subventionnée dans le cadre du Fonds européen de défense pour produire un autre char dans lequel il n'y a pas l'Allemagne, et l'Allemagne elle-même est subventionnée pour produire un troisième type de char dans lequel il n'y a pas la France. Et le problème que ça pose, c'est d'abord, s'il s'agit d'équiper nos armées, on va choisir lequel en fait, quand tout ça sera produit, et deux, quand il va s'agir d'exporter, parce que c'est quand même ça aussi la question. Oui. Nos armées vont avoir besoin d'un certain volume, mais on ne produit pas que pour ces armées, sinon on ne produit pas du tout en fait. Donc la question c'est l'exportation, et on va être en concurrence directe. Donc vous voyez comment parfois, même en utilisant des outils européens, on arrive quand même en fait à des rivalités. J'avais une question. Oui, alors moi, en tant que mouvement européen, plus que Fabien, je suis non seulement optimiste, mais volontariste. Alors, je sors un petit peu du sujet, qui est de savoir où on en est sur la question de l'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne. C'est peut-être une question qui s'adresse plus... Non, tu veux pas parler. Non, parce qu'on parlait de soutien tout à l'heure, et effectivement, je pense que même si ce n'est pas immédiat, c'est quand même symboliquement un coup de pouce qu'on pourrait donner aux Ukrainiens, au même titre que récemment on a fait la reconnaissance de l'État de Palestine. Sur ce registre, simplement ce que j'ai ajouté, c'est que la Russie n'est pas opposée à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, mais par contre opposée à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Ce qui est assez paradoxal, parce que dans l'Union européenne, il y a aussi des dispositions d'aide réciproque si un État est l'objet d'une agression extérieure. Alors effectivement, le cas de l'adhésion de l'Ukraine, c'est un véritable... D'abord, c'est un serpent de mer depuis maintenant quasiment 15 ans, je dirais, qui part d'une aspiration exprimée par le peuple ukrainien, notamment au moment de la révolution Maïdan, qui est une vraie aspiration européenne. Et je pense que ça, il faut absolument en tenir compte. D'autant plus que la guerre, en fait, rend cette question pressante. Mais à contrario, on a aussi au sein de l'Union européenne toute une procédure d'adhésion qui consiste à ouvrir des chapitres et à les fermer en fonction d'un certain nombre d'indicateurs, donc le degré de pluralisme politique, le degré de corruption, etc. Et donc, au regard de tous ces chapitres, vous avez en fait un certain nombre d'États, et c'est même pour l'instant la majorité des États, qui considèrent que c'est beaucoup trop tôt. De toute façon, ça ne pourrait pas être fait tant que le conflit continue. Et pour beaucoup d'États, et même, c'est même le cas de la France en réalité, c'est trop tôt en fait pour l'instant pour intégrer l'Ukraine. Et c'est d'ailleurs une problématique qui est un peu parallèle à celle qui s'est posée après la guerre dans les Balkans, avec la question de quel pays des Balkans pourrait-on intégrer. Et on voit bien que pour l'instant, on n'en est quand même pas très très loin sur cette problématique, et la guerre des Balkans est finie depuis les années 2000. Donc, moi, sur cette question-là, je pense qu'effectivement, l'avenir européen de l'Ukraine, il me paraît complètement indéniable, mais je crains que le processus, la marche pour y arriver, soit encore longue, du fait en fait de résistance des États et du fait d'une procédure qui est très longue et très codifiée, au-delà des aspirations du peuple ukrainien. Mais le fait d'être, rapidement, mais le fait d'être un État candidat et d'être un État candidat officiel, c'est-à-dire que l'Union européenne est acceptée comme un État candidat, a des conséquences sur, par exemple, l'aide fournie dans le cadre du processus de négociation. Donc ça déclenche aussi un surcroît de financement, comme tous les États candidats qui sont en négociation. Il y a des possibilités d'aide financière supplémentaire. Et donc ça met aussi dans une perspective, ça crée des relations avec la Commission européenne, et donc même si ça n'est pas pour demain, et si c'est lié à une négociation de paix, je pense que ça a des conséquences dans le type de relation que l'Union européenne entretient avec l'Ukraine, qui reste aussi positif pour nous. Et il n'y a pas une possibilité de procédure accélérée? Il me semble avoir vu ça, si j'en suis...
Non, hein. Enfin, pour moi la procédure c'est qu'on ouvre les chapitres et qu'on les ferme. Après on pourrait très bien... Non mais il y a déjà des négociations. On pourrait très bien... parce que par exemple la Grèce est rentrée dans l'Union Européenne alors que la Commission avait donné un avis défavorable. Donc on peut très bien imaginer que les États ne suivent pas l'avis donné par la Commission. Que la Commission dise non, au vu des chapitres c'est pas encore pour aujourd'hui, mais que les États disent l'inverse. Là, ça reste très théorique parce que... On a presque plus de temps. Ouais. Alors, la question que j'avais, c'était par rapport au Royaume-Uni, qui a été notoirement atlantiste, et qui aujourd'hui n'est plus dans l'Union Européenne, mais qui, en fait, au vu et de la guerre et des positions Trump, a opéré un rapprochement vers l'UE. Donc déjà, je voulais savoir un peu ce que vous pensez de ce rapprochement-là, et notamment l'intégration européenne en vertu de ce rapprochement-là. Et aussi, est-ce que ça peut constituer une sorte de précédent vers une intégration différente, différenciée, avec les fameux projets d'Europe à plusieurs cercles concentriques? Est-ce que ça pourrait constituer une étape comme ça? Je commence là-dessus, c'est dans parce que j'ai écrit un papier qui est un peu lié à ça récemment. En fait, le Brexit peut créer des effets positifs en termes de cohésion politique de l'Union européenne, parce que le Brexit, le Royaume-Uni, on sait très bien, était un partenaire difficile parce qu'il s'agissait de décider. Ils appliquaient bien les règles, mais pour les adopter, c'était plus compliqué. Et en particulier du fait de l'atlantisme sur des questions telles que la défense, ils ont été toujours une force de pesanteur. Maintenant, sur le plan des capacités, c'est aussi un problème que le Royaume-Uni ne soit pas dans l'Union européenne actuellement, et on voit que l'Allemagne, la France recherchent la relation avec les Britanniques. La Pologne a quelque peu compensé parce que la Pologne a développé déjà un niveau de dépenses en matière de défense important, mais bon, pas totalement non plus. Donc on voit au niveau bilatéral l'Allemagne, la France qui ont réactivé la relation avec le Royaume-Uni. Et il y a un cas intéressant qui est au niveau de l'Union européenne, il y a le groupe de Weimar, je ne sais pas si vous connaissez, qui est le groupe avec la France, l'Allemagne, la Pologne. Et donc, Weimar Plus, aujourd'hui, en 2025, c'est un groupe un peu élargi, notamment au Royaume-Uni et à la Commission européenne présente, parce que la Commission est en première ligne sur les questions de programme industriel de défense. Donc ce groupe Weimar Plus montre que quand on a peut-être des difficultés à avoir une volonté politique commune à 27, il peut y avoir des petits groupes qui se créent pour compenser ces difficultés. Reste à savoir si, au bout du compte, ça marche et c'est réintégré dans l'Union. Est-ce que ça peut profiter à l'Union européenne en tant que telle? Parce que ça reste quand même, l'Union européenne reste quand même la seule organisation qui ait du sens en termes de puissance. Vous avez une question, monsieur, c'est ça? Alors, comment l'Union européenne doit adopter, quelles sont les stratégies à adopter à l'égard des négociations pour la fin du ukrainien? On va souvent parler de la place des États-Unis dans la négociation, mais force est de constater que la voix de l'Union européenne est très peu représentée, tout du moins dans le médiatique, sur la fin du conflit ukrainien. Est-ce que ce n'est pas dangereux de laisser un petit peu la place aux États-Unis pour mettre fin à la guerre en Ukraine, bien que ça reste une hypothèse? Je rappelle que Donald Trump avait estimé, je crois, qu'il mettrait un terme à la guerre en 30 jours. En 24 heures. En 24 heures, c'est très loin, mais bon, je m'inquiète quand même du silence de l'Union européenne dans les négociations. Alors, c'est pas tellement du silence, parce qu'en fait, si actuellement Emmanuel Macron est à Londres avec Friedrich Merz, c'est pour discuter de ça, justement, de quelle peut être la place des Européens.
En fait, dans la diplomatie, vous avez besoin d'être deux, c'est-à-dire que pour pouvoir discuter, vous avez besoin d'un interlocuteur qui vous reconnaisse. Là, le problème qu'on a, c'est que ni Poutine ni Trump ne reconnaissent l'Union européenne au sens collectif comme un partenaire de négociation. C'est-à-dire que Trump va accueillir Macron sans problème, mais par contre, il n'accueillera pas Mme von der Leyen. Il n'accueillera pas non plus en fait l'Union européenne collectivement parce qu'elle n'a tout simplement pas d'existence à ses yeux. Donc je crois que le problème est là. On est en fait, nous Européens, en train d'essayer de proposer une sorte de puissance collective qui a déjà du mal à faire sens pour un certain nombre d'États européens, mais qui n'est pas du tout reconnue, qui ne fait pas sens en fait pour les grandes puissances de ce monde, que sont la Chine, la Russie ou les États-Unis. Je vous donne juste une anecdote là-dessus. C'était bien avant la guerre en Ukraine, c'était en 2021. L'ancien représentant de l'Union européenne avait été convié à Moscou pour une réunion. Il n'a jamais été reçu, parce qu'il ne représentait rien pour M. Lavrov. Oui. Donc ça, je trouve que c'est assez emblématique du poids de l'Union européenne finalement dans le récit russe. Et quand Poutine parle des Européens, on voit bien que le narratif, c'est pas l'Union européenne, c'est bien les Européens. Vous voyez, pour encore une fois briser ce collectif. Donc, à partir de cette, on va dire, du moment où vous avez la première puissance du monde, qui sont les États-Unis, qui en fait décide de ne pas reconnaître l'Union européenne collectivement comme un acteur qui peut peser, ben en fait, les Européens peuvent essayer de leur côté de proposer un certain nombre de pistes, mais si elles ne sont pas écoutées, ils ne peuvent pas aller beaucoup plus loin, en fait. Pourtant, il y a plein de propositions européennes. Bien sûr. Oui, juste un petit mot. C'est vrai que la position européenne reste quand même une position qui est clairement en faveur du maintien de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Et c'est quand même néanmoins important que cette position existe, parce que ce n'est pas la position des États-Unis. Donc même si les Européens n'ont pas un degré de puissance, collectivement n'ont pas un degré de puissance des États-Unis, portent cette voie-là et ils sont sur cette position-là. Du point de vue de l'Union européenne, moi, je voudrais aussi dire tout simplement que c'est peut-être pas perçu par tout le monde de cette manière-là, mais on peut considérer que l'Ukraine assure la défense de l'Union européenne. Absolument, absolument. Donc soutenir l'Ukraine est peut-être le minimum qu'on puisse faire. Mais ce qui est en train de se passer me semble ressembler beaucoup à ce qui s'était passé en Géorgie. C'est-à-dire prendre des morceaux de territoire géorgien, et on a accepté que les Russes prennent des territoires géorgiens. Donc et là le Trump va dans le même sens. Bon, vous regardez des territoires, vous avez récupéré des territoires, il dit ça aux Russes bien sûr, hein, mais on oublie, hein, et notre président avait joué un rôle à cette époque-là, par rapport à la Géorgie, en acceptant que la Russie récupère des territoires géorgiens. On a sans doute fait l'erreur aussi d'être naïf et inactif en 2014. Tout à fait. Et donc, le temps du réveil est là, mais il est trop tardif. Il est en décalage par rapport à la réalité de la situation. Alors, une toute dernière question, parce qu'après, il va falloir qu'on s'arrête. Par rapport à l'activation de la directive sur les protections temporaires pour les Ukrainiens, est-ce que vous pensez que c'était un cas exceptionnel ou ce sera un cas qui sera utilisé peut-être après? Je ne veux pas que ça va toucher les gens au niveau de la guerre. Qu'on recommence ailleurs, non, vous ne voulez pas ça, peut-être pas. Oui. En Moldavie, hein. Est-ce que vous pensez que ce sera un cas exceptionnel pour les Ukrainiens ou ce sera un instrument qui peut être utilisable? Là, je laisse plutôt le juriste de nous deux. En fait, moi, je ne suis pas sûr que ça soit trop juridique, ça, hein, parce qu'on aurait très bien pu l'utiliser pour la Syrie en 2016. C'est vrai. Ce qu'on n'a pas fait, donc il y a un choix qui relève plutôt de choix géopolitiques, je dirais. Parce que voilà, c'est le choix qui est fait sur ces bases-là. Après, la directive est là et son activation, par contre, elle ne dépend pas tellement de critères juridiques, mais plus de critères politiques qui peuvent être critiquables sur le plan des valeurs. Si on se place dans une perspective d'intérêt, il peut y avoir d'identité européenne, mais aussi une perspective d'intérêt et de menace. Voilà, c'est pas les deux mêmes situations. Si on se place dans une autre perspective
que simplement considérer qu'il y a deux situations comparables, parce que dans les deux cas, il y a des êtres humains qui ont besoin d'accueil. Ne prenez pas mal ce que je dis, hein, comme insensibilité de ma part, quoi. Mais j'essaie juste de décrypter et d'expliquer les choix qui sont faits. Eh bien, merci beaucoup, merci beaucoup.